de louer en fait une chambre de bonne à Paris. Louer cette chambre pendant 4 ou 5 mois, mais je suis parti au bout d'une semaine. Il faisait vraiment très très froid. C'était une tombe pour moi, c'était 2 mètres sur 2 mètres. Il y a des gens qui ont 20 ans de métier, ils n'ont pas décroché ce contrat, et moi je le décroche. Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui avec nous un invité de marque, donc Mohamed Qarroun, qui est aujourd'hui entrepreneur, chef d'entreprise dans le domaine des essais cliniques, qui a vraiment un parcours atypique, qui va le partager avec nous. Bienvenue Mohamed. Merci Liam, bonjour tout le monde. Quoi dire, comment je peux partager mon expérience. Donc moi j'ai fait mes études en Algérie, donc j'ai eu mon bac et ma licence en Algérie. Et je suis venu en France pour faire un master, c'était en biologie, biochimie et tout. Donc j'ai fait mon master ici en France. C'est un master recherche fondamentale. Donc à la base je voulais faire le parcours classique, licence, master, doctorat, donc dans la recherche fondamentale. Et puis je me suis vite en fait rendu compte que c'était déjà c'était pas quelque chose que vraiment j'aimerais vraiment faire, et aussi que c'est un domaine qui était vraiment en fin de vie quoi. Donc moi pendant ma formation de master j'avais rencontré des gens qui m'ont parlé des essais cliniques. Donc c'était un domaine qui était tout à fait nouveau pour moi. Donc ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un domaine très très riche. On est toujours dans le médical, donc les essais cliniques, c'est toujours mettre sur le marché un nouveau médicament pour une maladie quelconque, donc une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement, ou des maladies pour lesquelles on a déjà des traitements mais qu'on teste un nouveau médicament qui est toujours meilleur ou avec moins d'effets indésirables et tout. Donc ce qui me plaisait dans ce métier, c'est que voilà, on était en contact avec beaucoup de gens et en fait différentes personnes aussi. Et aussi c'est des projets, c'est vrai que c'est des projets qui prennent du temps, donc en général c'est 10 ans pour mettre sur le marché un médicament. Mais nous on intervient, ça dépend, sur une étude il faut aller en phase 1, en phase 2, en phase 3. Donc tout, on peut assister aussi à la réalisation de ce projet, donc c'est des objectifs qu'on peut voir en fait. Ça peut être du long terme comme du moyen terme comme du court terme. C'est ça, c'est des choses qu'on peut voir. Et aussi, en fait, pour en arriver là, tu es parti sur un parcours qui est complètement différent. Ouais. Et après, c'est vraiment ta recherche pour trouver, on va dire, plus ton métier de demain qui a fait que tu t'es retrouvé dans les essais cliniques. C'est ça, en fait. L'objectif, c'est que, donc, quand je suis arrivé en France, voilà, comme je disais au début, c'est de faire, d'étudier, d'arriver au doctorat et continuer en fait sur le parcours classique. Mais voilà, quand j'ai entendu parler de ce domaine, ça m'a plus parlé et tout. Donc j'ai fait bien sûr mes recherches et tout. Donc je suis passé bien sûr par des étapes avant, donc des étapes par lesquelles tous les étudiants étrangers et surtout les étudiants en fait maghrébins, quand je dis maghrébins, algériens, marocains, tunisiens et peut-être d'autres étudiants. Mais c'est vrai que voilà, il faudrait d'abord pour commencer à travailler en France et tout, il faut d'abord valider son diplôme, il faut trouver un travail, il faut que le travail qu'on trouve il soit compatible avec les études. Aussi, il faut passer par la direction de travail qui valide ton dossier. C'est un gros dossier, c'est un vrai challenge. Et moi, c'est surtout pour les étudiants algériens, parce que les étudiants algériens, on n'a pas le temps en fait quand on finit les études. On n'a pas ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour comme les autres étudiants. Non, tu finis, si tu trouves pas un travail tout de suite, voilà, tu rentres chez toi. Tu dois partir. Ouais, là, ça c'était quand même très très challengeant. Et en parallèle, en tant qu'étudiant, aussi, tu avais bien sûr tes responsabilités pour payer ton loyer. C'est sûr, ah bah oui. En fait, comme la majorité d'Algériens qui viennent ici en France, on n'a pas de bourse. Et on n'a pas en fait, quand on arrive en France aussi, quand on n'a pas de bourse, en France, ici, quand tu as une bourse, c'est que c'est le contraire, en fait. Oui. En France, quand t'es boursier, ça veut dire que t'as besoin d'aide. Donc, t'as le droit à des logements, t'as le droit à des aides et tout. Et en fait, nous, quand on arrive sans bourse,
bah, on considère qu'on a de l'argent et qu'on n'a pas besoin d'aide et qu'on n'est pas prioritaire pour les logements et tout. Alors c'était une grosse galère, donc ça c'était vraiment, j'ai galéré pour trouver un logement, c'est pour payer mes loyers. Donc bien sûr, pendant les études, j'ai travaillé comme pas mal d'étudiants en parallèle pour payer mes études, payer mon loyer, mes factures et tout. Ça a été quand même dur pendant 5 ans d'études et de travail en même temps. Mais après, quand j'ai trouvé mon premier travail, les choses commençaient à s'améliorer et tout. Et même dans ces études d'essais cliniques, c'est une formation spécifique qui est payante, je présume. Ouais. Donc pour faire ça, pour travailler sur les essais cliniques, il faut être formé aux essais cliniques. Même si c'était, je sais pas, dans le domaine médical ou un truc comme ça, tu es obligé parce qu'en fait, il y a aussi un côté réglementaire que tu dois connaître et maîtriser. La formation, à l'époque, moi, quand j'ai fait ma formation, il y avait vraiment très peu de formations universitaires qui proposaient ça. Et il y avait plus d'écoles. Et les écoles, c'était des écoles payantes. Donc, encore une fois, c'était français ou voilà, t'es inscrit à Pôle emploi. À l'époque, il y a quelques Pôle emploi qui payaient la formation, qui coûtait cher, entre 4 000 et 5 000 euros. Et c'était pas, voilà, t'es pas français ou t'as pas aussi t'as pas le droit, t'es pas un demandeur d'emploi. Bah, tu dois payer cette formation de ta poche. Donc, c'était mon cas, moi. Donc, j'ai dû payer cette formation de ma poche. Donc, ça, c'est une autre galère. Ça, c'était le summum donc là, j'étais au bout. Il fallait me sortir 4 000 euros de sa poche. Aller jusqu'à Paris aussi, parce qu'à l'époque, moi, j'habitais à Dijon. Aller jusqu'à Paris, parce qu'il y avait que Paris ou Lyon pour faire ce genre de formation. Trouver un logement à Paris. Donc, c'est tout le monde connaît que Paris, c'est hors de prix et c'est difficile à trouver. Je sais que tu as eu des bonnes galères sur l'aspect logement à Paris. Ah ouais, mais j'ai jamais réussi à avoir un logement à Paris. C'est que j'avais de la chance au début de faire un stage de Master 2 où j'avais le droit d'avoir un logement dans un logement étudiant. Mais au bout de 5 mois, voilà, il fallait que je sorte. Et donc moi j'ai dépanné un peu partout. Donc j'ai été logé par l'ami d'un ami, par l'ami de mon père, donc une semaine par là, une semaine par voilà. Et j'ai fini même de vivre, de louer en fait une chambre de bonne à Paris pendant une semaine parce que j'étais censé voilà, louer cette chambre pendant 4 ou 5 mois, mais je suis parti au bout d'une semaine parce que on était en plein hiver. Il faisait vraiment très froid dans cette chambre. C'était une chambre c'était une tombe pour moi. C'était 2 mètres sur 2 mètres. Et je pouvais pas. J'avais un souci de santé, en fait. Et en fait, j'ai toujours ce souci de santé à cause de ça. C'est à cause de cette chambre où il faisait froid, vraiment très froid. Et j'étais au dernier étage. J'étais logé aussi à 1h30 de mon école. Donc je mettais minimum 2 heures aller le matin et 2 heures retour le soir. J'avais pas d'endroit pour faire réviser et tout, donc il fallait que voilà, je révise à la bibliothèque à l'époque de bibliothèque François Mitterrand à Paris. C'était franchement pour moi cette formation, j'y ai cru et je savais que c'était ce que je voulais et c'est pour ça que je me suis complètement sacrifié à cette formation. Donc j'ai passé 4 mois de formation. À Paris, c'était vraiment, je ne vivais pas, je vivais que pour ça. J'avais pas d'argent. À la fin de la formation, j'avais même pas de quoi me payer en fait à manger. Mais pour être honnête avec toi, et aussi pour cette formation que j'ai faite, c'était la meilleure école de France. La promesse était trouver un travail sûr et certain, 100% à l'issue de la formation. Mais en fait, pour valider cette formation, il fallait trouver un stage. Et moi, même à l'étape de stage, j'avais déjà commencé à galérer. Parce que c'est vrai qu'il y a du travail et il y a vraiment beaucoup de demandes. Mais moi, j'étais étudiant et pour travailler, il faut un permis de travail. Et donc, les sociétés avec qui je passais des entretiens, ils étaient vraiment très motivés pour m'embaucher et tout. Mais dès qu'ils apprennent que j'ai besoin d'un changement de statut,
Là, ils faisaient tous. On le voit aujourd'hui dans cet aspect de stage, même avec les jeunes, ils ont des difficultés à trouver des stages dans des entreprises, même pour des personnes de nationalité française hein, qui ont toujours vécu ici. On le voit, il y a vraiment des difficultés. Les entreprises ont du mal à prendre des stagiaires. Ça fait une charge point de vue temps. Par contre, ça peut vraiment apporter beaucoup à l'entreprise aussi si on fait cet investissement. Ouais. Et toi encore, tu as encore une difficulté en plus. Oui. Et là, si on veut te prendre, il faut une autorisation supplémentaire. C'est ça, parce que l'entreprise, elle voit plus loin. Donc, s'ils investissent du temps sur toi pour te former pendant le stage, il faudrait qu'ils t'embauchent derrière. Si tu fais ton stage et tu te barres, Oui. ils sont perdants. Et du coup, pour moi, ils n'arrivaient pas à me le dire directement. Mais sauf que moi, mon profil, il plaisait à toutes les entreprises, mais une fois que pendant l'entretien, je dis que je suis un étranger et il me faut une permission de travail en France, là, il me refait la fameuse phrase « on reviendra vers vous », mais ça revient jamais. Donc, c'était une grosse galère au point où j'ai contacté la directrice de l'école. Je lui ai dit bah, « écoutez, moi, j'ai tout fait pour faire cette formation. J'ai payé la formation de ma poche. La promesse était de trouver un travail, mais moi j'arrive même pas à trouver un stage. Trouvez-moi une solution. Donc, elle a fini par me trouver un stage. Je me rappelle à l'époque c'était au laboratoire Pierre Fabre à Toulouse. Donc j'ai dû encore une fois. Qui est une belle entreprise. Ouais, une belle entreprise. Mais maintenant c'est une entreprise qui est vraiment en rechute. Mais à l'époque c'était une belle entreprise, c'était une belle opportunité pour moi, donc j'étais prêt en stage, donc j'ai dû encore une fois ramasser mes bagages et prendre la route pour changer encore une fois de ville. Et j'ai passé 6 mois, donc j'étais bien formé là-bas, franchement ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais j'avais toujours ce problème de trouver du travail, donc faire un changement de statut, je sais que c'est un peu compliqué pour une entreprise, mais c'était faisable. Et à la dernière minute, il y avait le CHU de Nantes qui a accepté de me faire ça. Donc j'ai dû signer un contrat. Mais comment ça s'est passé, le CHU de Nantes, justement? Je sais que tu as des petites anecdotes autour de ce recrutement quand ils t'ont appelé pour l'entretien. Alors moi, cet entretien est arrivé vraiment à un moment où j'étais vraiment... c'était le énième. C'était le énième et j'étais en mode désespéré. Je me suis dit, c'est terminé parce que j'ai passé pas mal d'entretiens et en plus de ça, mon titre de séjour arrivait à expiration, je trouvais pas de travail. Donc moi, si tu veux, j'étais dans ma tête en train de préparer mes affaires, mes bagages pour rentrer chez moi. Sauf que là, je postule comme ça, j'étais en mode automatique. À chaque fois qu'il y a une offre, je postule. Donc j'ai postulé, j'ai eu l'appel du CHU de Nantes qui voulait me faire un entretien avec moi. Et moi, en fait, j'en avais tellement marre en ce moment-là que j'ai dit à la recruteuse, écoutez, moi j'ai besoin d'un permis de travail. Vous connaissez, il y a une procédure à faire. Si vous trouvez que c'est compliqué pour vous, dites-le moi je viens pas, je fais pas l'entretien. Et là, elle me dit, non, c'est sans problème pour ça. Et là, moi j'étais, je croyais pas. Je lui ai dit, écoutez, dans ce cas-là, ça m'intéresse de faire l'entretien. Elle m'a dit, vous êtes disponible quand? Je lui ai dit, demain. Elle m'a dit, demain on peut te faire l'entretien. Je me rappelle, c'était un vendredi l'entretien et on était jeudi. J'ai pris mon billet d'avion direct pour le lendemain. J'ai été faire mon entretien à Nantes, ça s'est très bien passé. Et à la fin de l'entretien, donc elle m'a dit, la recruteuse, vous pouvez dès maintenant commencer à chercher un appartement. C'était un soulagement Mais en plus de ça, pour commencer, il faudrait quand même ce qu'on appelle l'autorisation provisoire de travail. Quand tu es algérien, tu peux pas travailler, il faut que tu aies être autorisé par là. Et ça, c'est les lois, les conventions entre l'Algérie et la France. C'est pas la France qui fait que... Ce qui est bizarre, on entend beaucoup, dernièrement, même au Sénat, au Parlement, un peu sur les réseaux sociaux et les médias, comme quoi les Algériens ont des privilèges en France, mais finalement, avec ce que tu me racontes aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas du tout le cas, et il y a même des complexités en fait pour pouvoir... les Algériens ont des privilèges, mais pas les étudiants algériens en fait. C'est que je crois que là, pendant les conventions, c'était le président Boumediene à l'époque, a fait que tous les étudiants algériens en fait, qui sont en France, donc il a tout fait pour qu'ils reviennent. Donc il complique la vie parce que
T'arrives, donc déjà, un étudiant en France, il a le droit de faire, je crois, 25 heures de travail par semaine. Je crois 20, je crois 20 heures. Je crois que c'est 20 heures par semaine de travail par semaine. Et les Algériens, on a moins, donc on a 18 heures, on ne dépasse pas. Et du coup, c'est pour travailler, quand tu es étudiant, il te faut une autorisation de travail. D'accord. Il faut que tu passes par la directe, que pour les Algériens. Et c'est une autorisation pour que tu travailles que 3 mois. Ça, c'est obligé. Et on n'a pas l'autorisation provisoire de séjour aussi comme les autres. C'est-à-dire que tu finis, tu rentres. Ça, c'était fait pour que quand tu finis en fait les études, tu rentres direct. Donc un étudiant algérien, il n'a pas du tout de privilèges. Il a que des difficultés en France. Mais je pense que les privilèges, c'est pour ceux qui sont là, qui ont, je sais pas, un titre de séjour, vie familiale et tout. Ils ont plus le droit à avoir de 10 ans, certains. Mais les étudiants, c'est le pire, je crois. C'est le pire. Et voilà, donc c'est vraiment un vrai challenge. Donc tu finis ton pas de travail, tu rentres. C'est-à-dire que pendant que tu fais tes études, il faut déjà que tu aies un boulot derrière. Et du coup, moi, donc, j'ai été chercher cette autorisation pour déjà commencer, parce qu'on commence d'abord le travail et on fait la procédure pour la... Et du coup, j'ai été la chercher, j'ai commencé, je me rappelle, c'était en 2015, octobre. J'ai la date en tête, le 5 octobre 2015. J'ai commencé mon premier travail en France. Et tout allait bien, donc j'ai eu mon autorisation de travail et j'ai eu un titre de séjour qui me permettait de travailler partout où je veux, quand je veux. D'accord. C'est donc où j'ai passé 2 ans et demi avec le CHU de Nantes et après je suis parti à Paris avec ces entreprises qui me refusaient à l'époque parce que j'avais pas de... Obligé, parce que c'est une évolution de carrière qui est logique. Et donc j'ai fait ces entreprises-là pendant, je crois... 4 ou 5 ans encore de plus. D'accord. Donc toujours dans les essais cliniques, toujours pour des laboratoires pharmaceutiques. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours la même chose. Mais au bout de 6 ans là, j'ai décidé vraiment à me mettre à mon compte. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier qui est certes au début très intéressant parce que tu voyages beaucoup. Tu voyages 2-3 jours par semaine. Et au bout de quelques années, c'est très fatigant. Très fatigant et tu comptes pas tes heures, même si on était très bien payé, c'est sûr, mais pas assez pour ce qu'on veut. Pour moi. Oui, Mohamed qui était un peu en galère pour chercher un appartement, trouver sa situation, avoir une autorisation. En fait, aujourd'hui, tu es un acteur vraiment majeur dans l'engrenage, dans les essais cliniques, dans la mise en place de médicaments, dans le domaine pharmaceutique. Qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et peut-être d'autres qui n'ont pas réussi à faire ça? Je pense que la différence, c'est comment on appelle ça, c'est d'avoir un objectif et vraiment d'y croire et de ne pas lâcher, quoi. De ne pas lâcher. Moi, je t'avoue que quand j'ai fait ça, c'était déjà d'abord un domaine qui me plaisait. Et en plus de ça, j'avais envie, c'était un domaine qui allait me sortir de la galère, pour être honnête avec toi, parce que j'avais besoin déjà de ce changement de statut, parce que étudiant, c'est vraiment un statut qui ne m'allait pas du tout. C'était un statut vraiment de prisonnier, quoi. C'est vraiment précaire. Un précaire, très précaire. Donc ces 2 objectifs, c'est que c'est un domaine qui me plaisait et c'est un domaine qui allait me sortir et qui m'a sorti aussi de la galère. Donc si je me compare maintenant financièrement à ce que j'étais avant, c'est le jour et la nuit. Oui. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment il y a une grande différence. Et pour y arriver, étant déjà il y a de la difficulté d'être étudiant et de passer à autre chose, un statut salarié. Il y a aussi la difficulté d'être d'origine algérienne, que c'est quand même compliqué quand on est étudiant et d'origine algérienne, avec toutes les barrières qu'on peut avoir, avec toutes les difficultés aussi d'être un étudiant étranger, parce que refaire ses études ici et intégrer directement un master avec des gens qui ont déjà été ensemble en licence, qui ont eu des bases solides. Et quand tu arrives, tout est difficile. Donc, il fallait vraiment étudier, il fallait vraiment réviser, il fallait en même temps penser à autre chose, à trouver son logement, à trouver de quoi payer sa nourriture, ses factures et tout. C'est dur, il fallait vraiment
Moi, je connais quelques-uns qui ont abandonné, qui sont rentrés chez eux. Ou des gens qui ont complètement abandonné les études et qui ont comme directement cherché un travail qui, pour moi, c'est un truc que je ferai jamais de ma vie. C'est un travail alimentaire, comme on dit. C'est pour gagner de quoi payer son loyer. Parce que c'était dur. Alors moi, j'étais dans une grande précarité, en fait. Mais j'avais mon objectif vraiment devant mes yeux. Fallait vraiment s'accrocher, parce qu'aussi pour mettre le pied dans ce domaine, c'est quand même un domaine très, comment on appelle ça, c'est très conservatif. Oui, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Je connais très bien ce. C'est fermé. Il y a des codes, il y a des. C'est très fermé. Ça vraiment pour mettre le pied, c'est compliqué. Mais une fois que tu mets le pied et que là, tu comprends comment tu prouves tes compétences, en fait. C'est sûr. Et aussi en fait la chance que j'avais aussi, c'est vraiment c'est un domaine vraiment où il y a beaucoup de gens de partout, en fait, c'est international. Et aussi ça peut-être j'ai un conseil à te donner, en fait. Moi parfois quand je réfléchis à ce qui a fait que j'ai réussi en fait dans pas mal de choses, c'est le fait de parler anglais, en fait. Moi, je trouve que l'anglais, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, clairement, aujourd'hui, si on donne un conseil aux jeunes ou même aux entrepreneurs, aux jeunes étudiants, c'est vraiment travailler les langues et principalement l'anglais. Je pense que tu le confirmes. Si tu n'as qu'une seule langue à apprendre, c'est l'anglais. Et vraiment, quand je dis l'anglais, il faut maîtriser la langue. Parce qu'en fait, il y a une différence entre je comprends, je peux faire quelques échanges et maîtriser, en fait. Être capable de travailler avec. Quand tu maîtrises, en fait, moi, c'est que j'avais galéré pour trouver mon premier travail. On en a déjà parlé. C'est vraiment un problème administratif. Mais une fois que j'ai commencé à travailler avec les grandes sociétés, il faut savoir que les grandes sociétés, les grands labos, c'est des labos anglo-saxons. C'est des Américains, des Anglais. Et tous communiquent en anglais. Je donne juste un exemple. Nous, on fait des protocoles d'essai et tous les protocoles sont obligatoirement rédigés en anglais. Alors, quand tu communiques avec les gens qui viennent de l'international et tout, quand on voit que tu maîtrises l'anglais, c'est très rassurant. Tu as 50% de chance, voire plus, d'avoir le travail ou d'avoir le contrat. Après, parce qu'ils savent, quand tu es en anglais, c'est déjà tu communiques. Et les informations passent facilement, et que toi aussi tu fais passer l'information facilement. Ça aussi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Maîtriser l'anglais, parce que ça sert partout, même en étant touriste. Tu vois, c'est clair. Donc voilà, donc une fois que j'ai mis le pied et que j'ai prouvé que j'en étais capable, et aussi le grand avantage qui a fait que j'évolue en fait très vite, c'est que aussi je maîtrisais l'anglais, et quand tu maîtrises l'anglais, tu vas maîtriser d'autres choses, donc dans le domaine, à savoir, c'est pas d'autres compétences qui sont accessibles seulement quand tu parles anglais et tout. Donc voilà, donc ça m'a permis d'aller plus vite et franchement. Et aussi s'adapter un peu aux difficultés, parce que si tu es passé par toutes les difficultés que tu as eues, ça forge un caractère et un mental. Qui fait que c'est pas la moindre barrière ou blocage qui va t'arrêter. Exactement. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. J'ai tellement galéré et en même temps que je galérais, je cherchais tellement toujours une solution que je me suis forgé vraiment ce caractère. Et il faut savoir que dans le métier dans lequel on travaille, il n'y a que des problèmes. Donc moi, par exemple, mon métier, c'est de résoudre ces problèmes. Alors si j'étais quelqu'un qui s'arrêtait au moindre problème, j'aurais pas pu faire ce métier. Il faut chercher toujours des solutions. C'est ça, en fait, c'est la résilience. C'est vraiment de rien lâcher, de savoir, de se mettre dans la tête qu'il y a toujours une solution à un problème. Et je me rappelle, même maintenant, c'est une petite anecdote avec ma femme. À chaque fois qu'il y a un problème et tout, il y a vraiment des problèmes improbables. La dernière fois, on avait un problème juste sur la télécommande pour changer les chaînes, et on regardait plus la télé. Après, je lui dis, mais écoute, il doit y avoir une solution, il doit y avoir au moins quelque chose. Et tu cherches, machin, jusqu'à ce que je tombe sur une application qui fait télécommande. Et il m'a dit, mais franchement, toi, tu lâches jamais le morceau. Et ça fait tilter un peu. Et parfois, tu te rends pas compte, mais à force de se battre, tu développes ces capacités en fait d'adaptation et vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose vraiment que je pense que parmi les choses que j'ai gagné le plus en fait dans ce parcours-là,
c'est ça en fait, c'est vraiment cette résilience, cette envie de réussir en fait, et cette capacité de s'adapter et de savoir. C'est pas que je dirais pas que je trouve les solutions, mais de savoir et d'être convaincu qu'il y a une solution. De ne pas dire ah ça c'est mort. Ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait de Mohamed Qarroun aujourd'hui, je pense, l'un des plus jeunes oui. Dans son domaine. C'est ça. Donc si tu me le confirmes. Je te le confirme. Et franchement, j'espère que ça ne passera pas pour de la frime, mais je me suis rendu compte que j'étais peut-être le plus jeune parmi ceux qui se trouvent en France et tout. Et je me suis rendu en fait compte dernièrement aussi que je suis parmi ceux, quand on passe des entretiens, qui sont en fait parmi ceux qui ont toujours une réponse positive. Et pourtant, je passais des entretiens avec des gens qui ont 20 ans de métier. C'est-à-dire que moi, par rapport à une expérience de à peu près 9 ans là, oui. Je passe et je comprends pas, je me dis mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont 20 ans de métier, ils n'ont pas décroché ce contrat et moi je le décroche, mais pourquoi? C'est peut-être ça en fait, c'est que moi j'ai une très très bonne connaissance de ce métier. Parce que je voulais aussi montrer que j'en étais capable, donc j'étais très loin, donc je connais des choses dans ce métier. Donc moi j'ai étudié même l'histoire de ce métier. Je connais des choses qui tournent autour de mon métier, qui sont en relation avec mon métier. Donc moi quand je pars en discussion avec, je sais pas, un manager ou avec un médecin, avec un pharmacien, je peux discuter de tout. Je peux parler du développement du médicament, je peux parler des stats, je peux parler épidémio. Après, je peux parler affaires réglementaires. Oui. Je suis polyvalent. C'est devenu une passion, en fait, finalement. C'est devenu une passion parce que je voulais juste montrer tout le temps, quand j'avais besoin de ce travail, ce premier travail, que j'en étais vraiment plus que capable de faire ça. Et même maintenant que voilà, ça fait maintenant 3 ans que je suis à mon compte, là, je pense aussi même à développer autre chose dans ce métier, de ne pas rester comme ça, de faire des prestations de services et être tout seul dans une entreprise, mais de proposer, parce que là je commence à me rendre compte qu'il y a aussi des problèmes dans ce métier et dans ce domaine-là, et qu'on peut apporter des solutions. Et ben, j'ai déjà quelques projets en tête et j'espère aussi que les réaliser bientôt. C'est un très bon exemple en fait à tous nos jeunes, à toute personne aussi qui veut changer de domaine. C'est que rien n'est impossible. On est capable de s'épanouir. Il faut choisir le métier qu'on aime, le domaine qu'on aime, et aussi un domaine qui soit rentable pour pouvoir s'y trouver, parce qu'il y a la vie perso et professionnelle qu'il faudrait adapter. Et de l'expérience, je pense, de Mohamed est vraiment une expérience à prendre en considération et à prendre en exemple. Donc, Mohamed, pour une dernière parole. En fait, je suis pas doué pour finir des conversations, même de les commencer. Mais une dernière parole, comment vous dire? Donc, je pense que dans cette vie-là, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire juste quelque chose qui nous passionne et puis on s'en fout complètement de l'aspect financier de cette chose? Et du coup, là, on est épanoui, on sent rien du tout. Soit on a envie de gagner de l'argent. Donc, il faut savoir ça. Et puis, voilà, une fois qu'on choisit ce qu'on veut, il faut savoir que le parcours n'est pas vraiment facile. Il y a des montées, il y a des descentes, et puis il y a parfois des grosses difficultés. Et il faut jamais vraiment s'arrêter au bout de quelques pas, au bout de quelques soucis. Il faut toujours avoir l'objectif en fait vraiment devant ses yeux. Il faut pas lâcher le morceau, et il faut savoir que si on passe pas par là, on va pas vraiment apprécier la finalité en fait de notre objectif. Et je pense que aussi, moi quand je regarde tout ce que j'ai fait, même si j'ai rien fait de grand pour l'instant, on trouve financièrement, Dieu merci, je me sens bien, et surtout peut pas comparer à ce que j'étais avant. Ce qui me plaît le plus, c'est le parcours que j'ai traversé en fait. C'est ça en fait, c'est cette expérience, c'est le chemin parcouru que je trouve vraiment délicieux. Même c'est ça en fait, je pense que c'est ça qui fait que je me sens vraiment heureux et content, et que j'ai envie aussi en fait de parcourir peut-être le même chemin, si ce n'est pire,
pour arriver à d'autres choses plus grandes, j'ai envie de vivre l'expérience, mais pas la finalité. Même si c'est la finalité, s'il faut l'avoir pour tracer son chemin. Je pense que c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Il faut y croire, il ne faut pas lâcher le morceau, il faut toujours avancer, chercher des solutions, il y a toujours des solutions. Et puis apprécier le chemin, parce que c'est ça en fait, c'est ça le chemin que vous tracez qui est vraiment le plus intéressant. Merci beaucoup Mohamed pour d'avoir accepté notre invitation. Donc pour finir avec Mohamed, donc c'est bien le chemin parcouru qui est plus important que le résultat, parce que le résultat dans tous les cas arrivera comme on veut. Exactement. Merci et à la prochaine.